Action. Allez, ça fait 1 heure qu'on discute, je vais finir sur un sujet et je veux partager une de mes théories avec toi et voir ce que t'en penses. On parlait du clonage tout à l'heure et voilà ma théorie pour comprendre le monde. J'ai l'impression que 2 forces s'opposent. D'un côté, des chercheurs comme toi et moi qui tendent vers la recherche de l'identité au final. C'est-à-dire, on arrive tous à un moment ou un autre à ça. Moi, j'arrive vers l'identité sexuelle, toi, tu arrives vers l'identité morphologique. On a vu des chercheurs en sociologie, par exemple, qui arrivaient sur l'identité nationale, sur l'identité culturelle, des gens qui parlent d'âme. Et à l'opposé, on voit la tournure que prend ce monde, un monde capitaliste, qui au contraire offre l'illusion à chacun de devenir unique par la consommation, tout en faisant effectivement l'inverse, c'est-à-dire en brisant l'identité et en créant des clones, c'est-à-dire en créant un consommateur unique qui n'a plus de sexe, qui n'est plus ni homme ni femme, qui n'a plus de race, qui n'est plus ni blanc ni noir, mais tu vois, qui est entre les deux, qui n'a plus de culture et qui n'a même plus d'âme. Donc qui est dénué de sa substance identitaire au final, et qui devient malléable, qui devient facile à gérer, parce que on communique avec tout le monde de la même façon, vu que tout le monde devient pareil. Il n'y a plus de segmentation en fait de la demande. Donc tout ça est mercantile à mon sens. Le monde fait du marketing et détruit l'identité pour raison marketing, et les chercheurs comme nous se battent à l'inverse vers la recherche de l'identité. T'en penses quoi ? Ce que j'en pense, c'est qu'à la base, avoir une identité, ça te permet surtout d'être protégé dans un groupe quand il y a des luttes entre groupes. À partir du moment où il n'y a plus de guerre, c'est dans Fight Club, hein, notre grande guerre est spirituelle, hein, il n'y a plus de guerre. À partir du moment où tu n'as plus de conflit, plus de guerre entre groupes, tu n'as plus besoin d'identité pratiquement, tu vois, puisque tu fais partie des hommes. Donc à ce moment-là, il y a des mecs qui vont vendre la même chose à tout le monde, tu vois. Il y a un retour vers l'identité quand il y a un retour de danger. J'ai la sensation inverse. Tu dis si par exemple c'était la paix universelle, il n'y aurait plus besoin d'identité. Je pense à l'inverse, que l'absence d'identité fait que chacun est pareil, donc chacun est concurrent de l'autre au lieu d'être complémentaire, et chacun déteste l'autre. Le féminisme, c'est ça, c'est la femme égale de l'homme, le résultat c'était la femme ennemie de l'homme. Mais le problème du féminisme, il y a la perte d'identité féminine avec toutes ses particularités. Il y a surtout la guerre homme-femme, quoi. Ouais, mais c'est surtout que les femmes ont perdu leur fonction, qui était une fonction reproductive, mais c'était pas un bébé qu'elles faisaient, ou 2 ou 3, c'était 7 et demi en moyenne, pour qu'il en reste 2 et demi pour faire le renouvellement des générations. Donc elles ont perdu cette fonction-là à cause de la médecine prophylactique. Donc ce sont des progrès technologiques qui entraînent d'autres problèmes, c'est tout le temps des régulations. Et par ailleurs, nos femmes ont perdu toute leur vie sociale, puisqu'avant elles allaient au marché ensemble, il n'y avait pas de frigo, elles devaient tous les jours y aller, elles devaient faire elles-mêmes le linge, elles devaient nettoyer eux-mêmes le linge, tu vois, aller chercher l'eau. Il y avait tout, s'occuper des enfants, l'école ne prenait pas en charge les enfants comme maintenant la crèche, cette organisation sociale qui permet de remplacer la femme, tu vois, et la famille. Donc la femme a perdu son rôle de génitrice permanente, c'est-à-dire qu'elle fait plus 7 enfants. Quand une femme fait 7 enfants, on dit mais c'est débile, puisque si elle en fait 7, il va en rester 7. Alors t'imagines la multiplication des générations. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faut qu'elle retrouve une place. Et elle va essayer de prendre la place des hommes, puisque c'est une place qui est à peu près libre. Donc ayant été dégagée par la technologie de la maison, de ses fonctions de cuisinière, d'aller au marché, de faire tout ça, tu vois, maintenant elle veut faire la cuisine, elle sort un plat congelé si tu veux, tu vois. Il n'y a plus la poule à plumer, tu vois. Donc elle se retrouve dépourvue de fonction, et là c'est terrible. Quand un homme, une femme est dépourvue de fonction, c'est le suicide, parce que là c'est des drames. Elle se pose des questions sur son existence, à quoi je sers, d'où viens-je, où vais-je. Donc elle se dit, si les hommes le font, moi aussi je vais le faire. Donc elle rentre en concurrence directe chez les hommes, et là les marchands, les vendeurs, les malins ont compris que c'était une façon de prendre cette concurrence féminine en faisant baisser le salaire des hommes pour faire travailler les femmes. Et intelligence suprême, c'est de les payer juste assez pour leur faire consommer ce qu'eux-mêmes fabriquent. Mais tout ça, je pense que ça a été analysé, compris, validé. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de... Non, mais c'est un processus inconscient. Même ceux qui exploitent, c'est inconscient. Ils ne sont pas aussi intelligents que ça.
C'est des régulations organiques. Le problème, c'est qu'on est dans une phase de régulation, où il n'y a plus ces mâles virils qui défendent un territoire contre l'expansion démographique d'autres groupes qui viennent chez eux pour leur prendre leur territoire. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de défense, il n'y a plus cette virilité qui était très importante pour défendre un territoire pendant que les femmes étaient à la maison en train de faire des enfants et au foyer, tu vois. Il n'y a qu'à voir toutes les chansons, hein. Aïli, aïlo, aïla, aïli, aïlo. C'est des chansons à boire. On pense à la femme qui est au pays, on va au combat. Tu vois, défendre son territoire. Il n'y a plus ça maintenant. L'homme n'a plus cette fonction protectrice. Et la femme n'est pas virilisée, mais elle essaie de se mettre sur le territoire des hommes, tu vois, pour s'occuper en vérité, parce qu'elle a perdu sa fonction sociale. Il n'y a rien de pire qu'être sans fonction, tu vois. Et là-dessus, dans la quête de l'énergie, il y a des mecs qui essayent d'utiliser ce désarroi actuel pour en tirer de l'énergie, pour vivre eux. Le marketing n'est que ça en fait. Le marketing, ce sont des stratégies d'appropriation de l'énergie par la manipulation, en gros. Bah oui, c'est utiliser notre animalité pour nous faire consommer et récupérer notre énergie pour que eux-mêmes, ceux qui la récupèrent, puissent se reproduire et avoir plus d'enfants. C'est tout simplement ça. Hein, on va te donner des envies pour que tu consommes. Alors les mecs en général sont un peu moins dupes que les femelles. On va dire que les hommes, eux, on va leur donner des envies de consommer de la puissance, et les femmes des envies de consommer ce qui est nouveau, à la mode, puisqu'une femme n'existe que par son assimilation dans le groupe, puisqu'elle partait de la famille, de la cellule familiale, de la sienne pour aller dans la cellule familiale de l'homme, donc elle avait besoin de s'adapter au nouveau monde. Donc elle est profondément impersonnelle et elle est profondément influençable. Mais ce n'est pas un défaut, c'est une qualité pour pouvoir justement, comme un caméléon, s'adapter dans le milieu social dans lequel elle va être pour se reproduire et faire des enfants dans la plus grande sérénité. Donc elle est influençable, elle va prendre les us, les coutumes, elle va parler facilement la langue du mari ou les intonations du groupe, et elle va prendre les coutumes vestimentaires. C'est pour ça que les marchands ont trouvé le truc, on va leur faire acheter des habits. Alors, on change la mode tous les ans pour que dans ce désir de s'adapter des femmes, elles vont changer leurs habits. Elles savent très bien que les habits étant souvent payés en partie par les hommes, c'est une façon de récupérer par les femmes l'énergie accumulée par le travail des hommes. Le problème, c'est que les femmes ne sont pas dans l'analyse. Elles sont dans l'émotionnel. C'est-à-dire que la femme, pendant des centaines de milliers d'années, pas des milliers, des centaines de milliers d'années, restait au foyer à éduquer les enfants dans un milieu, on va dire dans un espace restreint, même si des fois c'était un peu plus grand, tu vois, pendant que l'homme allait chercher la nourriture à l'extérieur pour la ramener à la femme. Donc l'homme était dans l'analyse du monde pour le maîtriser en ramener l'énergie à la femme. La femme, privée de sa possibilité d'aller dans le monde, recherchait, parce que leur racontaient les hommes, à avoir des émotions et à connaître le monde. Mais elle ne cherchait pas à l'analyser. Ça ne sert à rien pour une femme d'analyser le monde, puisque ce n'est pas elle qui va chercher dans le monde l'énergie. Elle, ce qu'elle recherche, c'est l'émotion. Elle veut ressentir le monde. Elle veut ressentir le monde comme elle le veut ressentir à l'intérieur d'elle-même, quand elle va se faire défoncer par une grosse bite, ou quand elle va avoir un petit qui va sortir. La femme est dans la recherche émotionnelle, elle veut sentir le monde en elle. Mais la femme n'est pas dans l'analyse, elle est dans la recherche émotionnelle, elle accueille le monde en elle, elle veut qu'on lui raconte des histoires sur le monde, elle veut vibrer du monde, mais elle ne cherche pas à analyser. L'homme, il va à la conquête du monde pour en ramener l'énergie, il va analyser le monde, c'est la philosophie qui est masculine, pour pouvoir, la philosophie, c'est pas du tout, comme je dis, lire des mecs pendant toute sa vie et discuter en chemise blanche dans une émission télé. Non, non. La philosophie, c'est analyser le monde pour le maîtriser et devenir un winner qui aura les femmes, tu vois, ou qui pourra aider les autres, son groupe qui porte les mêmes gènes. J'aimerais partager avec toi une analyse qui est l'analyse taoïste du sexe Tao, qui arrive aux mêmes conclusions, mais en prenant un chemin un peu différent. Je veux savoir ce que tu en penses. À mon avis, ça va t'amuser. Voilà ce que dit l'analyse taoïste. C'est qu'à la naissance, le petit bébé masculin joue avec son zizi. Tu vois, il tripote sa nouille et il trouve ça marrant parce qu'il a un jouet. Tu vois, il a un jouet entre les jambes et il joue avec tout le temps. Donc, il développe des connexions nerveuses, tout un réseau autour de sa zone génitale très important. Il développe une très grande conscience de sa zone génitale. La femelle, nourrisson, à l'inverse, il n'y a qu'un trou, c'est vide. Elle joue pas autant avec sa petite fente que le mec avec son zizi. Donc elle crée pas autant toutes ces connexions nerveuses. Par contre, à l'âge
prépubère, lorsque la femelle a les tétons qui pointent, tu vois, et puis la poitrine qui commence à pousser, là, il se passe un truc. Tout le monde commence à regarder ses nichons. Elle se sent regardée, elle sent l'énergie, toute l'attention portée, et en même temps, elle doit le camoufler, en même temps, elle commence à jouer avec, elle a des sensations, et elle développe tout un réseau nerveux au niveau de sa poitrine. Pour les taoïstes et pour les chinois, en médecine chinoise, la zone génitale, c'est le centre énergétique de la sexualité, et la zone de la poitrine, c'est le centre énergétique des émotions, tu vois, tristesse, bonheur. Et donc, ça fait que le mec est une créature sexuelle, tandis que la femme est une créature émotionnelle. Et qu'on perçoit le monde avec notre centre énergétique principal. Et ça a une grosse influence sur notre comportement, sur notre identité. Et ça arrive aux mêmes conclusions que toi. En fait, toi, tu disais que l'homme analyse et que la femme ressent. Les taoïstes vont plutôt dire que l'homme est une bite et la femme est un cœur. Les taoïstes disent la femme est la vallée fertile, et la sombre vallée fertile, qui reçoit la pluie, l'homme est le ciel, qui inonde, et la femme est la vallée fertile. Ouais, c'est à peu près ça le taoïsme. C'est la femme reçoit et l'homme donne. La femme reçoit des émotions. C'est ça, où ils disent que la femme est comme un vase et que l'homme c'est l'eau à l'intérieur et qui prendra la forme que la femme lui donne. La femme est faite pour recevoir l'énergie de l'homme, pour la restituer organiquement à ses petits. Donc en fin de compte, c'est nous qui passons par la femme pour restituer à nos enfants l'énergie. C'est-à-dire que c'est la femme qui récupère l'argent familial, qui va gérer et qui va redonner à l'homme de la gentillesse, un peu pour qu'il reparte au grand, hein, de la jouissance. En gros, c'est quoi? Elle va lui servir la soupe et lui faire une pipe, quoi. Oui, elle va se donner un peu et puis elle va assouvir ses fantasmes pour qu'il ait l'impression de dominer. Tu vois, et elle, pendant ce temps-là, récupérera l'énergie et nourrira ses petits et sera capable, d'un très bon gestionnaire, de, en général, distribuer d'une façon intelligente ce que l'homme lui a apporté. En redonnant bien sûr à l'homme ce que l'homme lui a donné pour que l'homme puisse être viable. Tu sais ce que disait Fabrice, j'entretiens mon mec, c'est lui qui me fait rire. Donc je le pousse à aller au charbon. C'est la base. Ne pas lui casser les couilles, l'attendre avec la bouffe et puis la pipe, quoi. C'est comme ça qu'on tient un homme. C'est un peu primaire, hein. Alors, les féministes ont pas. Nous sommes des animaux. Et elles ne sont pas sorties de leur condition animale juste en la rejetant, quoi. Elles sont juste en conflit interne. Et mon épouse, qui est une nana très intelligente, je la soupçonne d'avoir 130 de QI ou un truc comme ça, tu vois, et ben elle a eu l'intelligence d'accepter totalement son animalité, sa position de femme, de m'être objectivement soumise et de me soutenir à mort dans mon boulot. Et tu vois, en 1 an et demi, j'ai fait 400% d'accru sur mon chiffre d'affaires. Je lui attribue plus de la moitié de la réussite. Et je lui reverse de l'argent. Enfin, je lui donne tout le temps du pognon et elle le mérite. Elle mérite bien plus que ce que je lui donne. Parce qu'elle m'a soutenu. Tout simplement, elle m'a inspiré. Tous les soirs, quand arrivé à la fin de ma journée où j'accomplis toutes les tâches, je me retrouverai seul, je serai déprimé parce que j'aurai plus d'énergie. Mais avec sa présence, je peux lui dire « Hey, chérie, aujourd'hui j'ai fait ça, ça, ça. » Et elle me regarde avec bienveillance, elle est fière de moi. Elle valide tout ça, tu vois. Et au lieu d'avoir la fatigue, je me retrouve avec de la fierté. T'as de la chance. Et je suis chanceux. Voilà un homme heureux. Je bosse et je reçois ma pipe. C'est tout ce que je demande. C'est sympa, c'est cool. Toute ma jeunesse. Et que s'est-il passé? Pourquoi t'en es plus là? Pourquoi t'as plus ta pipe? Pourquoi t'as plus cette oreille bienveillante et féminine? Ah non, moi, parce que là je suis un papa qui doit gérer des problèmes familiaux et qui est tout le temps présent pour la maman, une maman qui était une artiste et qui a un petit problème concurrentiel avec moi, vu que moi je réussis tout ce que j'entreprends et qu'elle en tant qu'artiste elle ne réussit pas, donc elle a une espèce de jalousie. C'est qui arrive. Il faut pas être jaloux. Donc, moi non plus, ma femme elle gagne pas une thune, mais je lui en donne. Mais bon, le problème, écoute, tu ne peux pas résoudre des problèmes psychologiques qui sont chez les gens. L'important, c'est qu'elle reste une bonne maman et qu'elle s'occupe de mon garçon. C'est la priorité, les responsabilités. C'est la priorité. Pour le reste, je me suffis à moi-même, si tu veux. Et j'ai toujours vécu comme ça. Je travaille beaucoup. Pour le reste, il y a quand même les putes. Non, moi je suis pas pute. Ça ne m'intéresse pas. Non, là, il faut que je me retrouve une autre femme, tout en faisant attention à mon petit. Donc,
on va refaire comme d'habitude, quand nous trouvons une autre femme, je vais à la chasse. Donc je décide, après une période de break où j'ai fait l'éducation de mon enfant, où je reste encore là, où j'accumule de l'énergie pour lui laisser, je fais des milliers de kilomètres pour prouver à mon petit que je suis là, ben je passe dans une époque où je suis obligé de retrouver une autre femme pour pouvoir me reproduire. Bon, je suis très primitif, moi. Et l'amour, pour moi, n'est que ce que nous bâtissons ensemble, la vie que nous allons donner, tu vois. Le reste, ce sont que des associations assez égoïstes d'entraide, en vérité. L'amour, le vrai, c'est quand il y a sacrifice des deux pour un troisième, qu'on va appeler l'enfant, un quatrième, un cinquième, pour la famille. Ce qu'il faut, c'est se sacrifier pour l'avenir du monde, donc pour ses petits. Et aussi pour son peuple. On va pouvoir finir là-dessus, parce que c'est une belle phrase et on ne fera pas mieux. À savoir, l'amour, répète-le, synthétise-le. Je ne me souviens plus. Je peux te synthétiser si tu veux. L'amour, c'est le sacrifice pour les autres. Pour ses petits, le véritable amour. Hein. Et, c'est le don. Et pour son peuple, c'est le don. L'amour, c'est pas du tout être avec quelqu'un, dire on est bien, je suis heureux, c'est super, on va se marier pour montrer à tout le monde qu'on s'aime, tu sais, comme le mariage pour tous, il y a deux vieux PD, j'en ai qui se marient, ils vont pas faire d'enfants, uniquement pour dire qu'ils s'aiment devant tout le monde, ça sert à rien. Non, l'amour, c'est le sacrifice qu'on fait de sa vie pour aider l'autre, tu vois, et pour bâtir quelque chose avec l'autre en se sacrifiant pour que la vie continue par-delà notre mort. C'est tout. Et ça veut dire l'amour, c'est aussi le sacrifice qu'on fait dans l'enseignement qu'on donne aux autres, qui sont des autres toi-même, pour qu'ils puissent à leur tour vivre l'expérience de la vie, aimer et être aimé, mais à la fin d'une existence, être capable de dire « j'ai été et je suis heureux d'avoir vécu ». C'est ça, l'amour, c'est redonner aux autres ce que tu as pris au monde, car tu n'es et tu n'existes que par ce que tu prends au monde, hein, que ce soit l'oxygène, les calories, la nourriture que tu manges, ou l'aide de ton papa, de ta maman, même si des fois après ils se comportent mal, même des fois bien, l'amour des femmes, même si elles te quittent, elles t'ont construit, hein, les enfants qu'elles t'ont fait, tu n'existes que par tout ce que tu prends par le monde, et après il faut le redonner à ta femme, redonner à tes enfants, et redonner à ta communauté quand tu ne seras plus là. Redonner le savoir. Le savoir, c'est quelque chose de très important avec les enfants. Moi, j'aimerais terminer sur ta synthèse de l'amour, qui est en gros, la relation amoureuse serait le cumul des projets communs avec l'être aimé, et une façon de tromper la mort, peut-être, par ce qu'on laisse, par son enseignement, par sa descendance, et de vivre éternellement. L'amour serait la vie éternelle. Moi, c'est ce que je pense, sincèrement. Je pense que l'amour est la solution à la vie éternelle. Ben, l'amour, c'est ça. C'est l'amour et la solution à la vie éternelle. Comme tu l'as dit, l'amour permet de transmettre la vie. Et la vie, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde, de plus important, car la vie, tôt ou tard, abrite la conscience. Et la conscience, c'est tout simplement la conscience du monde et la conscience de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers nous, petits hommes, quand nous regardons un ciel étoilé et nous prenons conscience de l'immensité de cet univers, qui est un univers rêvé, hein, en fin de compte, c'est Dieu en nous qui s'émerveille de sa grandeur. Évidemment, nous mourrons, mais la conscience de l'univers reste en tout être conscient et ne s'éteint jamais. Quand un homme meurt, un autre naît, que ça soit sur Terre ou sur Alpha du Centaure ou sur, je sais pas, Proxima machin. Et j'aimerais finir là-dessus parce que tu es Frédéric Delavier et tu ne t'arrêteras jamais, si je ne t'arrête pas. J'aimerais te remercier. D'avoir eu cette discussion avec moi, d'avoir été ouvert auprès d'un petit jeune que tu connais pas plus que ça pour l'instant. Je trouve ça bienveillant de ta part et j'apprécie, donc je te remercie. Et un dernier truc, le porno, c'est pas bien. Ah mais je suis au courant. Je suis au courant. Non mais j'ai toute une stratégie. Faut dire que c'est de l'éducatif, tu fais. Mais je fais de l'éducatif, mais pas que. Et le porno que je fais sert à attirer les gens qui regardent du porno avec un contenu qu'ils connaissent, pour ensuite les amener vers du contrôle éjaculatoire. Donc en fait, je joue les codes de cette société pour exister financièrement et exister en termes d'influence. Et derrière, j'impose mon identité. Ben oui, et après tu enseignes quelque chose de sympathique aux gens. J'essaye, un truc qui tend vers la santé et l'équilibre, de toutes mes forces. Du bien-être. Et de l'identité, ouais. Parce que je sais pas vraiment, parce que moi je t'ai connu quand tu faisais les films
les films éducatifs. Ah mais c'est ce que je fais toujours, hein. Je suis à fond là-dedans, je suis coach sexuel et je fais en plus du porno, mais le porno me sert à faire beaucoup de trafic. Dis-toi qu'une vidéo de cul, elle peut faire 2 millions de vues demain sur X vidéo, YouPorn, ce genre de truc. 2 millions de vues. Ça veut dire que sur tout ce trafic généré, je peux en attirer une grosse partie vers l'éducatif. Quand je fais une vidéo YouTube pour parler directement d'éducation, je fais 2000 vues. Tu vois le rapport 2 millions, 2000. Donc, ma croissance exponentielle n'a pas été que le fruit de l'influence et du soutien de ma femme. Ça a été aussi mes choix stratégiques de faire du porno. Mais dans mes pornos, je glisse plein de publicités en disant « Hey, tu veux bander aussi fort que moi ? Hey, tu veux baiser pendant 1 heure sans éjaculer ? Hey, tu veux la faire jouir plein de fois ? Hey, tu veux la faire squirter ? Je t'explique comment faire. » C'est un peu comme Woodman, où on le voit faire des vraies techniques et on se dit « Merde, comment il fait ?» Sauf qu'imagine Woodman qui s'arrête et qui t'explique. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est pas mal. Donc tu utilises en fin de compte les mecs qui te piquent tes vidéos pour les mettre sur des sites un peu pirates. C'est ça. Pour ramener à toi des mecs pour leur enseigner des choses et qui en fin de compte, comme ils vont chercher un enseignement, la moindre des choses, c'est de redonner un peu, parce qu'un enseignement n'a de valeur que quand tu redonnes à ton maître un petit peu. Ah non mais il le paye, c'est pas un petit peu, les cours c'est 25 € la vidéo, le pack complet est à 100 € et je gagne beaucoup d'argent. Et n'importe quel producteur de porno m'aurait dit c'est horrible de se faire pirater et ils pleurent tous, tu vois, l'industrie pornographique est en crise à cause du piratage. Moi je m'en bats les couilles, c'est-à-dire mes films plus ils sont partagés, mieux c'est, plus j'ai d'influence. C'est exactement la théorie que j'avais sortie à mon ami Louis, qui est en Hongrie aussi, avec qui on vadrouille un peu dans l'Europe. Il dit « Ouais, mais tes livres sont sur des torrents, se font pirater. » Puis je dis « Mais je t'explique, c'est pas grave. C'est-à-dire que plus les mecs piratent mes livres, plus t'es connu. Plus je suis connu, et plus il y en a un qui va dire « Oh, il est bien quand même le livre, je vais quand même l'acheter. » Ou quand tu vas sortir le prochain, il y a du monde qui l'attend. Il faut savoir que les hommes ne sont pas que mauvais. Quand ils savent que quelque chose est bon, ils veulent avoir le livre dans la main aussi. Sur plein de mecs qui vont le prendre comme ça, tu vois, qui vont le pirater, il y en a un qui va se dire « Oui, mais moi je vais l'acheter. » Et quand tu offres quelque chose de bon et de vraiment bonne qualité avec une bonne intention, ça revient. Ça revient de manière cosmique, de manière financière, de manière sexuelle, ça revient. C'est ce que je disais tout le temps. Si tu veux réussir, il faut donner sans attendre. Exactement. C'est-à-dire que tu donnes avec amour. Ah bon ? Alors, tu vas pas mourir, bien sûr, si tu donnes et tu meurs, c'est pas bon. Non, tu fais de ton mieux pour donner quelque chose sans attendre en retour. Et c'est là le paradoxe, et c'est à ce moment-là où tu reçois. Mais il faut pas dire « je vais donner ça en retour en espérant recevoir ». Non, c'est pas ça. Tu fais la plus belle chose que tu puisses faire pour faire plaisir aux gens, tu vois, en te faisant plaisir, parce que la belle chose que tu vas offrir, c'est la belle chose que tu aurais voulu avoir, tu vois. Et à ce moment-là, les gens vont être reconnaissants. « Ah, celui-là, il est bien. Ah, j'ai vu ça. » Ils vont en parler. Et ils vont aller vers toi parce que tu leur as offert quelque chose. Les gens, ils savent très bien que ça marche inconsciemment à l'échange. Ils ne vont pas prendre uniquement. Tu vois. Et ça revient. Ça, c'est la technique. Je l'ai compris physiquement. À l'époque où je faisais de la scène, j'ai fait 15 ans de spectacle de rue. Pour ceux qui peuvent imaginer ce que c'est énorme. Et je bossais beaucoup. J'ai fait le tour du monde en spectacle de rue, plusieurs spectacles par jour. Et un mec m'a appris un jour ce truc-là. Quand tu vas faire ton spectacle, ne pense pas à ce que tu vas recevoir. C'est-à-dire les pièces qui vont tomber dans ton chapeau. Ne pense pas à ça. Quand tu vas dans la rue, ne pense pas à l'argent, ne pense pas au succès. Ne pense pas à ça. Pense à ce que toi, tu vas offrir. Quand tu vas faire ton spectacle, demande-toi... Qu'est-ce que je vais donner aux gens ? En fait, c'est une position d'amour. Qu'est-ce que j'ai à offrir aujourd'hui ? Et le jour où j'ai eu ce déclic et que j'ai réussi à appliquer ce que ce mec m'a dit, j'ai décollé en rue. J'y allais avec une absence de tension parce que je cherchais plus à recevoir. Je n'étais pas comme un gratteur qui cherchait l'attention à tout prix, tu vois. Mais je venais sincèrement offrir un truc. Et là, j'ai reçu beaucoup plus d'argent. J'ai reçu beaucoup plus de public. J'ai reçu beaucoup plus de femmes. Juste parce que je venais sincèrement avec générosité. Et ce truc, j'ai mis un certain temps à l'appliquer dans mon nouveau business, dans le coaching, mais c'est la même. Il faut y aller avec de la générosité. Il faut des ressources, parce que si t'es pauvre, tu peux pas être généreux. Si t'es malheureux, c'est dur d'offrir du bonheur. Donc il faut quand même se gérer soi-même, contrôler ses ressources énergétiques et pas les dépenser dans une fréquence éjaculatoire abusive ou les dépenser n'importe comment en mettant la télé ou en faisant que de la merde ou en s'empoisonnant avec de la bouffe. Il faut gérer ses ressources, mais derrière, il faut les offrir. Et ça revient. Il faut les offrir intelligemment. Et ça revient. C'est une base. C'est ce que j'ai fait. Moi, je disais, je veux faire un livre, je veux le livre que j'aurais rêvé quand j'étais un petit gamin. Tu vois, quand j'ai commencé la muscu. Donc, j'ai fait le livre dont je rêvais. Tu vois. Donc, tu fais le livre dont tu rêves. Obligatoirement, ça plaît aux gens, puisque c'est ton rêve. Tu vois. À moins que tu sois un mongolien ou un débile, un mec qui a des problèmes psychologiques graves, qui est déconnecté de la réalité. Mais si tu es un homme normal,
t'imagines bien que les autres sont comme toi. Donc faut donner aux autres ce que tu rêves d'avoir. Faut avoir assez vécu pour ne pas être autiste. Hein. Il y a des mecs aussi qui rêvent d'un truc, mais complètement déconnectés avec les autres, tout simplement parce qu'ils sont dans leur cave, quoi. Eux, ils décollent jamais en général. Mais oui, On les mais voit jamais. toi, t'as assez voyagé, je pense, pour comprendre l'humain, pour comprendre la réalité de ce monde, et avoir des rêves qui soient quand même connectés avec la réalité. On en vient à un truc que je dis toujours, l'amour ne suffit pas. Il faut l'amour et la conscience. Sans conscience, l'amour, c'est... C'est le thème de mon prochain livre, l'éveil des consciences, comment devenir un homme libre. Quoi. Donc j'apprends aux hommes à devenir des entrepreneurs, à devenir de vrais hommes pour qu'ils réussissent leur vie, qu'ils essayent au moins, parce que la réussite d'une vie n'est pas dans la réussite d'un projet, mais dans le fait d'agir. On s'en fout de réussir ou pas. Le bilan, c'est de le faire. C'est de le faire. Moi, je sais que j'ai mon pote Didier Berson, qui est un ami, qui est un mec que j'estime, il n'a pas eu de chance en affaires, mais c'est pas grave. Il a tellement fait des trucs qu'il a voyagé, qu'il a monté des salles de gym, qu'il a monté des trucs, qu'il a été prof, il a fait plein de trucs. Il a vécu. C'est jamais dire. Mais il a une vie, je peux te dire qu'elle est remplie. Tu vois, une vraie vie. Il a agi, ouais. Ah ouais. Mais pour moi, c'est ça. Je dis tout le temps, l'homme, c'est l'action. Tous les mecs qui me demandent, ouais, c'est quoi la virilité, la masculinité, ça commence par l'action. L'homme, c'est l'action. Et c'est ce que la femelle attend. Hein. Une femelle qui est à peu près équilibrée dans sa féminité, quand elle regarde un homme, la première chose qu'elle va se demander instinctivement ou inconsciemment, c'est, bon, est-ce qu'il est à l'initiative, cet homme? Est-ce qu'il agit? Et ici, en Russie, encore une fois, les femmes apprécient ça. Elles apprécient infiniment l'homme d'action. Le mec, face au problème, action. Là, tout de suite. Les femmes recherchent chez un homme, l'ambition. C'est-à-dire l'ambition, c'est l'énergie, la possibilité de passer à l'action. C'est l'ambition. 2, la puissance énergétique déjà acquise. C'est-à-dire que elles font même passer l'ambition, donc la puissance énergétique de l'individu à être capable de construire, avant la puissance énergétique de l'homme accumulée. C'est-à-dire sa capacité à agir plus que ses ressources accumulées. Voilà, plus que ses ressources accumulées. Et si tu as les deux, si tu as des ressources accumulées par ta capacité à agir, là, tu es jackpot. Et là, pas forcément pour les Françaises, mais tu es jackpot pour les Allemandes, tu es jackpot pour les Russes, tu es jackpot pour toutes les femmes qui ont dans leur culture, justement, dans leur culture et dans leur désir féminin, la recherche de l'homme qui se fait par lui-même et de bons géniteurs qui donnera justement des petits qui auront ces qualités, donc qui auront la protection, ils pourront avoir la protection que papa donne financièrement, mais aussi l'énergie de papa, ce qui est très important pour transmettre la vie. Donc, il ne faut pas penser que les femmes aiment que l'argent, non, elles aiment chez un homme la force et l'énergie qui en sort. Pas la beauté, elles s'en foutent. Hein. Tout ça. Tu peux être chauve, petit. Une citation de mon ex-épouse que t'aimeras bien, la beauté, c'est pour les femmes et les fiottes. C'est vrai. C'est joli. J'en avais une autre de ma copine russe, Elena, elle dit bonjour, sibérienne de Lettonie. C'était la beauté, ça vaut très cher. La beauté et la jeunesse, ça vaut très cher parce que ça ne dure pas longtemps. Elle a raison. Histoire de se vendre, tu sais. Elle a raison, c'est la vérité. Elle me faisait marrer. Elle a parfaitement raison. Elena, je lui envoie mes gros bisous et je valide ce qu'elle dit. Elle était top. Elle était vraiment une fille. Les sibériennes, généralement, c'est top. Je fréquente quelques sibériennes. Mon actrice principale, qui s'appelle Lilou Moon, qui est celle que je fais la plus tourner, je crois beaucoup en elle, c'est une sibérienne. Ah bon ? C'est les plus belles femmes du monde, à mon sens, les sibériennes. Lilou Moon. Elle s'appelle Lilou Moon, une autre actrice avec qui j'ai bossé, qui s'appelle Nadia, pareil, une sibérienne. Je suis très attaché aux sibériennes. Des femmes extraordinaires qui vivent dans une contrée reculée. Il faut 4 jours en train depuis Moscou pour y aller. T'imagines ? 4 jours en train. Mais maintenant, elles vivent à Moscou, non, pour leur boulot ? Saint-Pétersbourg, Moscou. Elles doivent bien gagner, en plus. Ah, elle bosse à Budapest. Elle bosse pas ici. Et oui, elle gagne. Ah bon ? Elle est à Budapest, elle ? Ben, pour le travail. Elle vit ici. Ah oui. Elle doit tourner avec les mecs, des fois. Ben, elle vit à Budapest. Ben, elle a son appart à Buda et l'autre à Saint-Pét. Et toutes les actrices russes ne tournent pas en Russie. En Russie, on ne tourne pas. On tourne à Budapest. C'est interdit. Ouais, ah oui, parce que c'est interdit. Moi, je tourne en Finlande, par exemple. Parce que je suis à 2 heures de la frontière finlandaise.
Ah ouais, d'accord. Ouais, en Russie, on tourne pas. On tourne à Budapest ou en Finlande. Ouais, parce que là, c'est interdit, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ambigu. C'est ambigu, mais c'est foireux, quoi. Et puis, en Russie, t'as pas envie de jouer au con. Le jour où t'as la Gestapo qui défonce ta porte et qui te prend un coup de matraque dans le cul, t'es mal. Non, t'es mal. C'est- Donc, vaut mieux appliquer les règles et Non, être gentil. et puis surtout, bon, moi là où j'habite, je suis à côté de la frontière. Je suis vraiment à 2 heures de route, tu vois. Tu prends la bagnole, c'est pareil. Se prendre de la bagnole pour faire 2 heures de route ou pour faire 1 heure pour aller à un endroit que j'ai loué, d'un point de vue logistique, c'est la même. Hein. C'est exactement la même. Ah, tu fais 2 heures de voiture pour être en Finlande? Ouais, je suis à côté. Ah, c'est cool. Ah, mais c'est là où tu t'avais fait une photo sur un lac. T'avais pas fait, hein, j'avais vu tes vidéos que tu m'avais envoyées. C'est possible, c'est très possible, oui, des très beaux lacs. Tu loues des petits hors-bords et t'avais fait une vidéo avec une brune, une russe qui avait un look d'asiatique un peu Ah, kazakh. je t'ai envoyé des films de cul alors. Je t'ai envoyé mes films de cul. T'as dû m'en envoyer. D'ailleurs, c'était soft. officiellement, je t'offre un abonnement à vie. Tout mon site. Comment elle s'appelait celle-là? Shrima Malati. Shrima Malati. Quelle origine? Elle fait russe, on dirait une kazakh presque. Ouais, et les Russes, on dirait une indienne, moi je dirais. Mais Une indienne, ouais, c'est pour ça qu'elle a pris ce nom. très jolie, ouais, très très jolie. Et en fait, elle, ça fait partie des actrices pro qui est devenue une de mes copines et que j'ai embarquée en vacances. Je l'ai embarquée en Grèce en vacances. On a passé 4 jours en bateau ensemble Ah voilà, c'est ça. et c'était cool. J'ai loué un yacht. Et putain, c'était génial. Et là, on était hors de la relation tarifée. C'est-à-dire, c'était vraiment comme ma copine. Et on a tourné des films pour son propre site et pour mon site. Donc, tu vois, on n'était plus dans la relation producteur-performeuse. On tournait au gré des envies. C'est moi qui gérais la caméra quand même. Enfin, en posant ça sur des trépieds. Et ça, c'est quand même un rêve de gosse. C'est-à-dire devenir copain avec des stars et partir en vacances avec. Et en mode, elle m'apprécie pour ce que je suis. Ouais, dans le porno, il y a il y a tout, mais il y a plutôt des gens qui sont sympathiques. Et tu sais quoi, je suis très étonné de constater à quel point ce milieu est sympathique. Bon, il y a des connards aussi, mais même spirituel. Oui. Il y a des gens spirituels dans le porno. Hallucinant. Je te jure qu'il y a des gens spirituels dans le porno. Et en tout cas, moi qui ai fait le milieu du showbiz à haut niveau, c'est-à-dire j'ai fait des plateaux télé nationaux, tu vois, TF1, M6, France 2. J'ai fréquenté sur scène, j'ai été en production aussi, et les théâtres parisiens, donc j'ai connu le showbiz, et je peux comparer le showbiz au milieu du porn, et au top milieu du porn, tu vois, donc les plus grosses productions européennes, et les trucs nationaux français, et ben je te dis, le showbiz, c'est infiniment plus obscur, plus malsain, plus dégueulasse, plus méchant que le porn, qui a l'air dégueulasse, tu vois, on baise, et ben au final, le porn c'est bien plus éthique, bien plus vertueux. En interne, hein, je te parle de comment ça se passe. C'est moins dégueulasse, il y a moins de drogue, il y a moins de méchanceté. C'était Louis qui disait quelle différence y a-t-il entre le porno et le cinéma classique? C'est que dans le porno, les acteurs baissent devant la caméra. Dans le classique, ils baissent derrière avec le producteur. C'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. Non, mais je les connais, je rigole parce que les gens se font un film, et moi, quand tu discutes avec, je me souviens, il y en avait un qui discute, elle dit, ah oui, pour mon fils, c'est dur, ah là, il faut que je fais des allers-retours, là, il faut que je bosse, tout ça. Il parlait que, les discussions avec lui, c'était que des discussions d'enfants, de papa, tu vois. Alors qu'il travaille dans le porn, le mec dont tu parles. Et ouais, je me souviens, on était là dans ma maison, hein, c'est ma maison dans le sud, et il y avait mon pote Louis qui appelle. Je dis pas le nom du mec, hein. Ça va, tu vas bien? Oh, on est au soleil dans le jardin, on va à la piscine, oh, tu devrais venir. Et puis le mec nous dit, vous avez de la chance. Moi, je suis à Prague et je suis obligé de travailler. Je rigole, parce que pour plein de mecs, son boulot, c'est un rêve. Et lui, ça en devenait une obligation. Mais il faisait quoi? Il avait quel poste? Il était... Acteur. Ok. Acteur. Mais tu sais, être acteur, moi je ne suis pas acteur. C'est très difficile. Quand tu es acteur, tu ne décides pas avec qui tu baises, quand tu baises, où tu baises, de quelle manière tu baises. Et tu exécutes les ordres du réalisateur ou du directeur. C'est d'une difficulté sans nom. T'as pas choisi la meuf. La meuf, peut-être qu'elle te plaît pas. Et peut-être que t'es fatigué de la journée de la veille, je ne sais quoi. C'est très difficile. Moi, quand je dis que je suis pas acteur, les gens comprennent pas parce qu'il y a plein de films où je suis sur Internet et tu peux voir mes performances. Donc j'ai l'air d'un acteur. Mais je suis un acteur, producteur, réalisateur. C'est-à-dire, je baise la fille que je veux, à l'heure que je veux, entouré de l'équipe que je veux, avec l'histoire que je veux, avec le costume que je veux. Enfin... Tu vois, c'est déjà plus sympa. Je réalise mes fantasmes et en plus je gagne du fric pour ça. Ça n'a rien à voir.
J'ai des acteurs qui m'appellent des fois en panique, genre ah putain hier j'ai pas pu bander, j'étais sur une aire d'autoroute, il faisait froid, il y a une famille qui est passée, ils m'ont vu, je devais lever une grosse qui puait, qui était mal rasée, et on n'avait rien pour se laver autour, et on était après dans une fourgonnette, et ils me racontent leur truc, c'est l'horreur, c'est dur. Quand t'as pas envie et que tu dois te forcer et qu'ils en viennent à prendre des produits, parce qu'ils ont pas le choix, tu vois, ils sont à fond de Viagra, Camagra, même des injections dans les couilles, c'est difficile. C'est injection de papavérine dans le sexe, c'est ça? Alors je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est des injections, ouais. C'est pas top. Hein. C'est pas top du oui, tout. Parce que les mecs ont la gueule toute rouge parce qu'ils se défoncent au Viagra, au Camagra. Mais ça fait chauffer en fait, ça donne les effets secondaires de l'amphétamine, plus ou moins. Ben, c'est pas très bon pour la santé, hein. Tu peux avoir des problèmes cardiaques. C'est super mauvais. Il faut penser que c'est assez mauvais. Hein. Et je leur jette pas la pierre. J'aimerais voir n'importe qui se retrouver sous la pression d'un producteur, parce que le producteur il met quand même des sous sur la table. Tu vois, pour tourner une scène, ça vaut 1500, 2000 euros par exemple de budget, et t'as pris ton acteur, tu comptes sur lui. L'acteur il est là pour délivrer une performance. Si ton acteur principal il bande pas, le producteur il lui fait bien sentir que là il y a 2000 euros qui vont partir en fumée juste parce que sa bite se lève pas. Donc je peux te dire que sur les épaules il en a de la pression. Et c'est tous les jours. Et tout ça pour une situation sexuelle qui n'est pas toujours celle qu'il veut. Et des fois, il y a même des pressions psychologiques qui sont faites soit par la nana, ça arrive, il y a des nanas, elles sont pas cool, des connasses, qui cassent l'érection du mec, ou soit des pressions psychologiques par certains directeurs qui sont aussi des connards. Ça arrive pas tout le temps, et on les connaît, tu vois, donc on essaye de plus jamais travailler avec eux. Mais ça arrive. Et un acteur qui est juste acteur masculin, c'est pas le roi du monde. Tous les hommes du monde rêvent d'être acteurs, donc il y a une concurrence de fou pour collecter de l'énergie par cette manière, tu vois. Et donc les acteurs professionnels qui veulent vivre de leur profession, ils n'ont pas le choix, ça doit être des guerriers, et ils doivent bander tout le temps, sans faille, face à n'importe quoi. Et jamais faire chier, toujours dire oui, toujours aller au combat, des soldats. Et beaucoup ont des problèmes dans leur relation intime. C'est-à-dire qu'être acteur, c'est pas évident. Moi, je discutais parce qu'à Budapest, t'as tous les acteurs. Il faut le savoir, t'as beaucoup. Ah bah ouais, c'est la capitale européenne. Voilà. Et ils vont dans les salles de gym, alors tu les rencontres, et puis les mecs, oh, putain, j'ai quand même des problèmes pour trouver une copine, tout ça, c'est pas évident. C'est des mecs qui baissent pas toute la journée, mais souvent. Dans le milieu, généralement, les couples se font entre gens du milieu. C'est très sectaire. Le problème, c'est très sectaire. Les mecs se font entre personnes du milieu. C'est très dur d'avoir une relation avec un acteur porno. Et puis une autre. Et d'ailleurs, c'est pas évident parce que Lana, elle va le présenter. C'est quand même quelque chose qui est diabolisé, tu vois. Même si des millions de personnes se branlent sur des films porno, c'est considéré comme quelque chose de négatif. En fait, plus tellement. C'est plus du tout subversif de faire du porno. Par contre, c'est relou. Dès que tu dis que tu fais du porno, t'as tout le monde qui arrive avec des questions identiques. On te pose les mêmes et ça te donne envie d'esquiver. C'est ça qui est relou. C'est ça qui fait qu'on est communautaire, c'est qu'on veut esquiver les relous. C'est-à-dire les mecs en ont marre des questions qui sont identiques et les femmes en ont marre des mecs qui croient qu'ils vont pouvoir les baiser juste parce qu'elles sont des actrices porno. Donc les femmes esquivent encore plus ce qu'on va appeler les civils, tu vois, des gens qui sont hors du milieu que les acteurs porno. Non, mais la durée de vie des actrices est très courte maintenant, je crois. C'est très très court et pas que ça. Enfin, à mon sens, les actrices doivent devenir indépendantes et doivent, en parallèle de leur carrière porno, déjà faire autre chose ou déjà amorcer la construction de leur reconversion. Rares sont celles qui le font. Toutes les filles qui bossent avec moi, je les assiste, je travaille avec elles pour travailler à leur activité parallèle, souvent dans le sexe. Ça peut être par la pédagogie, ça peut être par le coaching, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être par du service sexuel, par des massages. Moi-même j'en fais, je fais des massages sexuels pour de l'argent auprès de femmes. Et il y a plein de façons de se reconvertir. Le problème après c'est la prostitution. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de nanas qui utilisent le porno pour se générer une clientèle qui rêve de baiser une star porno. Je te donne un exemple pour que tu saches combien se paye la célébrité. Parce que c'est de l'énergie, la célébrité, c'est de l'attention portée, ça a une valeur financière. Une femme qui est la pute de base, celle qui embrasse pas, tu vois, disons qu'elle va valoir 50 balles de l'heure, ou 50 balles de la demi-heure en Europe, l'escorte, donc celle qui a de la discussion, qui est sympa, qui t'accueille avec le sourire, qui a un peu d'attitude en société, et qui accepte de t'embrasser, qui simule bien l'amour, tu vois, qui fait pas que baiser. On va dire qu'elle vaut entre 150 et 250 euros de l'heure. Maintenant, tu prends cette escorte, tu lui donnes un semblant de célébrité en la faisant tourner pendant, on va dire, 1 an ou 2 à Prague ou à Budapest. Cette fille, elle passe de 250 euros de l'heure à 2000 euros de l'heure, juste par la célébrité, juste parce qu'il y a des mecs qui payeront
évidemment, pour avoir le plaisir de se taper cette meuf qu'ils ont vue à l'écran, parce que l'écran va sublimer et créer une idéalisation de l'identité de la personne. Oui, parce que les gens ne savent pas, mais c'est surtout ça qu'il y a derrière le porno pour les filles. C'est pas qu'elles gagnent dans les scènes, c'est qu'elles gagnent derrière avec cette prostitution qui vaut une fortune, qui leur permet de rapporter de l'argent. Et c'est un choix stratégique, elles ont parfaitement raison. Moi j'ai des filles comme ça, qui étaient escortes à la base, qui ont commencé à bosser avec moi, parce qu'elles attendent, et elles bossent aussi en Europe, elles attendent à ça, elles attendent à voir leur cachet x10, mais c'est pareil partout. Quand tu es artiste de théâtre, et que tu commences à passer à la télé, et que tu vends tes prestations, que tu vends tes contrats au comité d'entreprise, par exemple, et ben ton cachet il passe de 400 € à 2000 €, par exemple. Mais c'est un truc que les gens savent pas, les gens voient le porno comme ça, ils savent pas toute l'industrie qu'il y a, tous les trafics financiers qu'il y a derrière, et toute cette prostitution de haut niveau. Après, il y a les mecs qui groupent pour les filles, hein, qui groupent pendant les voyages, et hop, les filles vont là-bas et se font des tours à 10 clients. Bon, évidemment, si elles partagent l'argent avec le mec qui leur a organisé le voyage, il va leur rester la moitié, mais ça fait un peu abattage quand même, hein, parce que après, c'est pas évident aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait abattage ? Enchaîner des clients sur un passage. Ah non, mais ça, c'est l'horreur. En fait, c'est la prostitution de bas niveau. Moi, par exemple, en tant que prostituée, je ne reçois jamais plus d'une cliente par jour. Mais j'ai aussi ce luxe parce que je diversifie mes activités. Je ne fais pas que vendre mon corps. Tu vois, il y a des moments où je vais vendre mon corps, des fois je vais utiliser mon corps pour mes propres productions, après je vais être dans l'écriture, je vais être dans la création de vidéos, et une prostituée qui a du niveau, donc une escorte qui coûte cher, elle n'est pas obligée, tu vois, d'être dépendante, elle peut travailler de manière indépendante, et elle peut gérer son emploi du temps, tu vois, elle n'est pas obligée non plus de faire de l'abattage. L'abattage, c'est l'horreur. De toute façon, que ça soit dans le porn ou ailleurs, l'abattage revient à l'industrialisation de l'activité, et l'industrialisation de l'activité revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est le combat du clonage contre l'identité. Toujours. Et c'est le bien contre le mal, quelque part. C'est l'enfer sur Terre, l'industrialisation. Et la bouffe industrielle, c'est du poison. La médecine industrielle, c'est du poison. Les vêtements industriels, c'est dégueulasse. Les productions télévisuelles industrielles, c'est du poison mental. Enfin, tu vois bien. C'est souvent, pas tout le temps, mais souvent. On peut faire de la production de masse de qualité. Oui, c'est vrai. Mais bon, enfin... Faut pas tout mettre... Après, tout est dans la recherche d'équilibre, comme dans le Tao. Hein. Mm-hmm. Tu peux faire des pâtes industrielles qui sont très bonnes, avec un peu de fibres. Ouais, bon, mais... du fromage blanc de bonne qualité, pas forcément... Non, mais effectivement, mais c'est comme dire pas d'amalgame, tu vois. On peut faire quand même des généralités pour parler d'un truc commun. C'est sûr que la bouffe, elle est pas top actuellement. Bah non, c'est de la merde. Et la médecine chimique, c'est pas top non plus. Et les productions télévisuelles industrielles, c'est pas top non plus. Et le porno industriel est une vraie merde. C'est du poison, le porno industriel. Mais si tu prends de la bouffe artisanale, mais si tu prends... médecine artisanale, je vais pas en parler, je connais rien sur la médecine. Mais si tu prends des productions audiovisuelles sexuelles, en fait, du porno artisanal, ce que je fais moi, je considère que c'est excellent. C'est de l'amour. C'est de l'amour en image. Et en plus, c'est pédagogique, donc ça incite les mecs à comprendre comment faire. Et puis, s'ils poussent le truc plus loin, à comprendre comment gérer leur énergie, transformer cette énergie en productivité, sortir de l'abondance éjaculatoire et donc ne plus se tuer à la branlette, enfin, ça peut déboucher sur quelque chose de bien. Parce que y a une dimension humaine, il y a une recherche de l'identité et l'amour. Bon, c'est le mot de la fin. Voilà. Il faut que tu indiques les liens, tu mettras tes liens avec ta chaîne. Pareil, si tu as des liens, tu me les enverras, ou tes bouquins à conseiller, ou le bouquin qui serait en lien avec cette discussion, ou l'annonce de ton prochain bouquin sur la conscience. Je sais que tu es au-dessus de ça, que tu fais pas des vidéos en mode promo. C'est marrant d'ailleurs. Les mecs me chercheront s'ils ont envie sur internet, ou ils me cherchent pas. Mais j'adore cette attitude. Mais commercialement, c'est super, genre je m'en bats les couilles. Bah oui, attends. Mais ça montre une réussite. Quoi que je fasse, j'ai ouvert le robinet, il coule toujours. Si tu veux, ma grande force, c'est d'avoir fait des livres techniques dont les gens ont besoin tout le temps. Donc, ils sont obligés de passer par moi s'ils veulent s'instruire. Le boss, t'as pas le choix. Bah oui, mais non, mais c'est un avantage. Ça veut dire que j'ai pas à me vendre, j'ai pas à... Alors maintenant, maintenant je fais exprès de dire je suis un grand philosophe. Tu vois. Mais tu es. Pour les énerver. Mais je suis. Quand le mec dit tu te prends pour un grand philosophe, je dis non, je suis un grand philosophe. Tu vois. Je leur explique que je suis. Je dis pourquoi ? Parce que d'abord tu fais le bouquin, tu sais qu'il est bon. Maintenant tu annonces la couleur. Ouais. Mais tu veux pas dire je suis un grand philosophe si t'as rien produit derrière. Là moi j'ai 300 ou 350 pages qui arrivent. Mais c'est 350 pages de haut niveau.
C'est pas le mec qui raconte sa vie et dit ah, voilà mon expérience, je suis malheureux, j'ai souffert. Non, on en a rien à foutre. C'est j'ai souffert, j'ai été heureux, que ça vous serve de leçon. Voilà ce que j'en tire. Tu vois? Que tu me racontes ta vie, on s'en fout. Je veux dire, qu'est-ce que je vais en tirer quand tu me racontes ta vie? Moi, je fais tout le temps en sorte que ce que je raconte soit utile aux autres. Autrement, il ferme sa gueule. Tu comprends? Ça n'a aucun intérêt. Utile, ou alors, si c'est pas utile, ça doit être très drôle, très divertissant. Ouais, ou bien c'est pour te dire. Alors, tu vas créer de l'émotion pour te relaxer. Oui, Mais moi, je suis pas dans l'entertainment. Comment on dit entertainment. L'entertainment. Je suis pas dans l'entertainment. Moi, je suis pas dans le divertissement. Tu vois, Thibaut Shep, c'est du divertissement. Le mec, il regarde ça, c'est cool. Il secrète ses endorphines, il est heureux, il va dormir. Moi, c'est pas ça. Tout ce que je reçois du monde, en bien ou en mal, tant que ça me détruit pas, comme dirait Nietzsche, ça me renforce et ça me permet d'être un flambeau qui éclaire le monde de l'analyse que je fais de mon existence. Eh bien, Fred, je vais te dire au revoir, aller manger, chier un coup et tout ça, quoi, faire ma vie. Je te remercie encore, hein. Ça m'a fait très plaisir de te parler. Ça sera peut-être l'occasion d'en refaire. Ok. Mais ouais, très content, très content de mon côté. Ouais, c'est un peu long, un peu philosophique. Ah, mais après, ça m'a C'est pas découpé. grave, on s'en fout. Non, mais c'est cool, je suis Voilà. très content. Bah, mais c'est bien, on a parlé un peu du porno, on a parlé de tout. Tu vois, les gens vont être contents parce que c'est un peu sulfureux, ça va les exciter.